Salut les gars, ce soir, retour vers le Pacifique Sud. Plus précisément en 1769, lorsque les Britanniques posèrent pour la première fois le pied sur un lieu si beau qu'il semblait presque imaginaire. Tahiti. Le genre d'île qui sent les fleurs avant même de la voir, où l'océan murmure doucement comme s'il murmurait des secrets. Vous n'y survivrez probablement pas. Trop de soleil, trop de beauté et peut-être trop de curieux. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi d'où vous m'écoutez et quelle heure il est. J'adore voir notre petite équipe internationale. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour ce doux bourdonnement de fond, et commençons ensemble le voyage de ce soir. Vous descendez du pont du capitaine Cook et Fort et sur le sable tahitien, chaud et doux sous les pieds. La mer scintille comme du verre poli, et chaque son, les vagues, les rires, les oiseaux, semble amplifié par le calme luxuriant de l'île. Les marins ont les yeux écarquillés, un mélange d'épuisement et d'émerveillement. Des mois de bœuf salé et d'eau grise à perte de vue, et soudain, ce paradis. Au début, tout n'est que curiosité prudente. Les Tahitiens offrent des noix de coco et des sourires. Les Britanniques des bibelots et des perles. On observe un marin tendre un morceau de tissu rouge à une jeune femme, qui rit comme si le monde s'était éclairci. Pas de langage commun, juste des gestes et des rires, et le vocabulaire universel du « Waouh, tu es différent ». Le fait historique ici, il s'agissait du premier voyage du capitaine Cook pour observer le transit de Vénus, une mission scientifique d'envergure, agrémentée de nombreuses distractions tropicales. Les habitants trouvèrent les visiteurs étranges mais fascinants. Ils pensaient avoir trouvé l'Éden. Certains historiens se demandent si l'équipage de Cook respectait véritablement la culture tahitienne ou s'il s'était simplement prêté au jeu. Mais pour l'instant, alors que la nuit tombe et que les tambours résonnent dans les arbres, on peut presque sentir le rythme de deux mondes qui se frôlent pour la première fois. Et vous savez, ça ne restera pas innocent bien longtemps. Le soleil matinal glisse sur le lagon, peignant tout d'or. Vous êtes debout près du Hué-Fort, regardant les marins marteler des morceaux de bois, même si, étrangement, leur réserve de clous semble diminuer plus vite qu'ils ne les utilisent. Vous remarquez qu'un marin en glisse quelques-uns dans sa poche avant de se diriger vers le village. Rien de bon ne commence jamais avec quelques clous. La nouvelle se répand vite. Les Tahitiennes aiment le faire. Non pas pour construire des maisons ou réparer des bateaux, mais parce qu'il est neuf, brillant et rare. Bientôt, les clous sont échangés contre des baisers, des faveurs, des moments qui laissent les deux parties sourire. Et le navire s'écroule silencieusement. On entend presque le soupir du capitaine Cook résonner sur le pont. Le fait est presque absurde. Les clous, véritables pièces de quincaillerie navale, sont devenues la marchandise la plus prisée de l'île. Les Britanniques ne s'attendaient pas à un tel attrait pour le faire, et très vite, les aventures romantiques de l'équipage ont menacé la structure du navire. Cook a finalement dû verrouiller le stock, car effort impossible de flotter sans clous. Imaginez expliquer cela à l'amirauté. « Monsieur, nous avons coulé à cause d'un flirt excessif. » Une anecdote se murmure à travers l'histoire. Un marin aurait échangé suffisamment de clous pour construire sa propre cabane d'amour sur la plage. Un autre prétend avoir manqué de métal et avoir essayé de payer avec des boutons, sans succès. C'est le genre de système de troc étrange qui n'apparaît que lorsque les cultures se heurtent à la curiosité, à la solitude et à un peu trop de temps libre. On se demande comment les Tahitiens percevaient la situation. Exploitaient-ils le besoin d'affection des marins? Ou participaient-ils simplement à l'économie du don, une pratique courante sur l'île? Où donner et recevoir faisaient partie intégrante de la vie quotidienne?
Les historiens se demandent encore si ces échanges relevaient d'une fascination mutuelle ou d'une forme précoce d'exploitation. À la fin de la journée, les rires s'échappent des palmeraies. On imagine presque un marin comptant ses ongles restants, décidant ce qui a le plus de valeur. La solidité de son navire ou une nuit de plus sous la lune tahitienne. L'île vibre désormais d'un étrange nouveau rythme, mi-paradis, mi-marché. En traversant le village, vous remarquez le scintillement des clous qui scintillent partout, suspendus à des colliers, glissés dans les cheveux et même enfilés dans de petits porte-bonheur qui captent la lumière du soleil. Le fer est devenu une nouvelle forme de magie. Les marins, bien sûr, jouent leur rôle dans cette curieuse économie du désir. On les voit errer pieds nus dans le sable, le sourire aux lèvres, les poches plus légères de jour en jour. Certains plaisantent en disant qu'ils construisent l'amour, un clou à la fois. D'autres, principalement les officiers du navire, sont moins amusés et fortes. Le charpentier semble prêt à exploser. Sans ces clous, ces réparations sont vouées à l'échec. Historiquement, ce fut l'une des conséquences inattendues les plus étranges des premières explorations. La transformation du métal en monnaie d'échange émotionnel. Les Tahitiens, qui ne possédaient pas d'outils en fer, en comprirent rapidement la valeur. Pour eux, ce n'était pas seulement un échange, c'était une connexion, une cérémonie, un échange. Un moment partagé avec ces étranges hommes de la mer. Et vous, en marchant parmi eux, vous sentez la chaleur monter. Non seulement grâce au soleil, mais aussi grâce à cette silencieuse compétition pour l'affection. Un marin tente de séduire un autre avec des cadeaux, une Tahitienne rit et appelle ses amis, comparant ses trésors. Non loin de là, un batteur rythme la soirée, et les rires résonnent sur la plage comme de douces vagues. Le plus drôle, c'est que certains marins étaient tellement absorbés par ces métiers que Cook a dû donner des conférences d'urgence sur la responsabilité. Imaginez essayer de garder son sérieux tout en expliquant à une bande d'hommes bronzés que la diplomatie émotionnelle n'est pas un devoir officiel de la marine. Mais derrière l'humour se cache une question plus profonde. Ces échanges relevaient-ils de l'amour, du désir, de la survie, ou de quelque chose de tout autre? Certains historiens affirment qu'il s'agissait d'un lien authentique. D'autres soutiennent qu'il s'agissait d'un malentendu culturel teinté de romantisme. Quoi qu'il en soit, alors que la nuit s'épaissit et que les étoiles se reflètent sur l'eau, on réalise que cette économie temporaire, fondée sur le désir et la curiosité, ne peut durer éternellement. L'océan exige toujours un équilibre, et le paradis a toujours un prix. À présent, le paradis commence à paraître compliqué. On le sent à la tension des conversations entre officiers et chefs des îles, à la façon dont les rires s'estompent lorsque les malentendus s'enveniment. Vous longez la plage tandis que les hommes de Cook transportent des provisions sous le regard attentif des Tahitiens. Chacun essayant de déchiffrer l'autre, tels deux acteurs d'une pièce sans texte commun. Les premières étincelles de friction proviennent de ce qui autrefois procurait du plaisir, l'échange. Les Tahitiens vivent selon un code de lyre, où l'amitié par le don, où les cadeaux sont à la fois généreux et engageants. Les Britanniques, formés à l'ordre et à la propriété stricte, voient les choses différemment. Lorsqu'un Tahitien prend un objet sans permission, il parle de vol. Lorsqu'un marin attend plus qu'un sourire en échange d'un bibelot, les Tahitiens parlent d'avidité. On sent presque le grincement des rouages culturels. Un moment historique marquant. Lorsqu'un Tahitien vola une pièce de l'équipement de Cook, un acte sacré de réciprocité et non un crime à leurs yeux, Cook répliqua par la force armée. Coup de feu tiré, panique. 2 hommes tombèrent. Les rires de l'île s'éteignirent après cela. On sent le malaise dans l'air métallique comme le fer.
Les chefs commencent à exiger des explications. Les marins murmurent des mots de trahison. Et vous, debout au milieu, réalisez qu'il ne s'agit plus seulement de clous. Il s'agit d'un choc entre des mondes autour de ce que signifie donner, prendre, appartenir. Une anecdote étrange se raconte ces derniers temps. Un marin, cherchant désespérément à éviter les conflits, aurait caché sa compagne tahitienne préférée sous le pont lors d'une dispute. Mais Cook l'aurait découverte quelques heures plus tard, parfaitement imperturbable, se servant de ses biscuits. Si la tension avait besoin d'un peu d'humour, il l'aurait trouvée. Pourtant, l'humour ne peut masquer ce qui se passe. L'éclat du paradis s'estompe légèrement. La musique des bosquets retentit toujours, mais plus douce, presque méfiante. Les historiens se demandent encore si Cook aurait pu gérer la situation différemment, si la diplomatie, et non la discipline, aurait pu préserver cette fragile harmonie. On ne peut s'empêcher de se demander aussi, tandis que les vagues clapotent doucement à nos pieds, si le paradis était destiné à perdurer une fois que deux mondes ont commencé à se mesurer. L'air est plus lourd maintenant, comme si l'île elle-même retenait son souffle. On entend le martèlement rythmique des marteaux sur le effort, les derniers clous étant rationnés sous clé. Chaque cliquetis résonne comme un sentiment de culpabilité. Vous jetez un coup d'œil à l'équipage, bronzé, agité et grommelant à voix basse contre les règles de Cook. Désir et discipline sont devenus ennemis jurés. Certains marins s'éclipsent malgré tout, leur absence étant masquée par de faux quarts ou des services à terre. Vous en suivez un par simple curiosité, bien sûr, tandis qu'il se faufile à travers l'ombre des palmiers pour rejoindre une femme au bord du lagon. C'est presque cinématographique. Clair de lune, rire, promesses murmurées. Mais vous savez aussi ce qui l'attend à son retour. Les officiers de Cook ont commencé à sévir, et les sanctions ne sont pas un fantasme tropical. Le fait ? Les journaux de bord de Cook font état de véritables mutineries, alimentées par la jalousie, la maladie et le mal du pays. Quelques marins refusèrent même de regagner le navire, préférant la chaleur de l'île à la froide discipline de l'ordre britannique. On imagine presque Cook se masser les tempes, se demandant comment commander un équipage distrait par le romantisme et l'humidité. Et puis, il y a le navire lui-même qui s'effondre de l'intérieur. Le charpentier signale des planches, des clous et même des scies manquants. L'ironie ? Ils servent à construire des huttes d'amour dans la jungle. Oui, littéralement et fort. Les pièces se transforment en biens immobiliers en bord de mer. Un marin, dans une histoire à moitié légendaire, aurait avoué qu'il refusait de réparer le navire, car partir serait un déchirement. C'est grâce à elle que j'ai oublié l'Angleterre, aurait-il dit. Douce, tragique et totalement irréaliste. Vous ressentez un pincement de compassion. Peut-être que tout le monde ici recherche simplement du réconfort dans le chaos. Les Tahitiens, curieux de ces visiteurs pâles au trésor rutilant. Les marins, en quête de chaleur après des mois de sel et de peur. Les historiens se demandent encore s'il s'agissait d'amour ou d'exploitation, d'aventure ou de désastre culturel. Mais à mesure que la lune monte, on réalise que la vérité se situe quelque part entre les deux, désordonnée, humaine et absolument inoubliable. Vous vous réveillez au grincement des cordes et à l'odeur de fumée. Et Force prépare à partir, et les plages de Tahiti sont bordées de silhouettes qui agitent la main, pleurent, crient des choses que les marins ne parviennent pas à traduire, mais qui sont pourtant les mêmes. On le sent aussi, quelque chose d'inachevé, quelque chose qui ne restera pas, quelle que soit la distance parcourue. Des semaines plus tard, cette même énergie, non résolue, brute, enivrante, refera surface à bord d'un autre navire. Le Prime, vous en avez sans doute entendu parler, n'est-ce pas? La fameuse mutinerie. Eh bien, les graines de ce chaos ont été semées ici même, dans ces chaudes nuits tahitiennes,
Le fil historique est clair. Au moment où le Prime arrivait en 1788, les histoires de paradis tahitiens s'étaient répandues dans toutes les tavernes d'Angleterre. Les jeunes marins rêvaient d'une île sans règles, sans gel, sans capitaine aboyeur d'ordre. Et lorsque l'équipage du lieutenant Bloig goûta à ce rêve, il ne voulut plus s'en séparer. Imaginez-vous, les mêmes rires sous les palmiers, le même échange de clous, de perles et de regards. Le désir, une fois de plus fort que le devoir. Quand Bligh exigeait la discipline, ces hommes se souvenaient de la liberté de Tahiti. Quand il ordonnait l'obéissance, ils se souvenaient de l'amour tahitien. Et quand il les punissait, ils se souvenaient de la chaleur de la rébellion. Il y a une anecdote fascinante ici. Après la mutinerie, certains marins retournèrent à Tahiti, affirmant que l'île les rappelait. Quelques-uns fondèrent des familles, d'autres connurent des fins plus sombres. Mais tous, jusqu'au dernier, portaient en eux une étincelle de cette première rencontre entre le fer et l'affection. On ne peut s'empêcher de se demander, la mutinerie était-elle sur le Prime? S'agissait-il vraiment de mauvais traitements ou d'une addiction au paradis? Cette soif de soleil, de rire et d'un monde qui ne mesurait pas la valeur en grades ou en cartes de rationnement. Le Pacifique gonfle sous vos pieds, scintillant et infini. Les navires avancent, mais les fantômes de ces échanges, le scintillement d'un clou, l'écho d'un rire, persistent comme un mirage. Vous sentez que l'histoire elle-même a été changée. Doucement mais définitivement, par une poignée de métal et quelques cœurs volés. Le temps s'écoule, et vous aussi. À travers la brume des siècles, à travers des récits qui transforment les faits en légendes, vous entendez l'histoire de ces premières rencontres racontées dans les tavernes, les romans et même les films hollywoodiens, chaque version dépeignant Tahiti comme un Éden ou une tentation. Et vous savez comment les histoires se déroulent. Elles gardent le beau et obscurcissent l'inconfort. Vous traversez ce paysage mémoriel où les marins sont devenus des héros romantiques et les Tahitiennes des muses, des mystères, des symboles. Mais si vous tendez l'oreille, sous les flots du mythe, vous pouvez encore entendre le véritable battement de cœur de cette époque. Rire, marchandage, confusion, affection. Deux mondes qui s'apprennent et se méprennent l'un sur l'autre. Une anecdote curieuse raconte que des décennies plus tard, des marins d'autres navires arrivèrent pour demander où trouver les filles qui aiment les ongles. Les Tahitiens, désormais plus avisés, se moquèrent d'eux. Le fer était devenu monnaie courante et la prudence aussi. Impossible de ne pas sourire. Le paradis avait grandi. Mais l'histoire, comme toujours, n'a pas pu résister à la tentation de dramatiser les choses. Les peintres londoniens ont transformé ces échanges en fantasmes exotiques. Les poètes ont appelé cela « l'innocence des mers du Sud ». L'ironie, bien sûr, est que personne parmi ceux qui ont vécu cette époque ne l'a considérée comme innocente. Les journaux de Cook, dépouillés de tout commérage, vibrent encore d'une tension entre admiration et contrôle. Vous réfléchissez à l'évolution de chaque camp. Les Britanniques sont repartis avec des histoires qui ont remodelé le sens de l'aventure de leur empire. Les Tahitiens, quant à eux, ont hérité d'outils, de maladies et d'attentes nouveaux et étranges. Ce qui n'était au départ qu'une curiosité s'est transformé en transformation. Certains parlent de tragédie, d'autres d'évolution. Les historiens débattent encore de la limite à tracer. Contact culturel ou vol culturel? Peut-être les deux. Impossible de réécrire cela proprement, car cela n'a jamais été propre au départ. Simplement humain, désordonné, vivant et réel. Alors que le crépuscule s'installe sur ce souvenir, on sent les légendes s'installer aussi. Les rires se fondent dans le ressac. Les clous, autrefois trésors, rouillent tranquillement dans un sol oublié. Mais même maintenant, on ne peut s'empêcher de penser que quelque chose dans ce premier échange,
si insignifiant, si insensé, si humain, a changé le rythme du Pacifique tout entier. Vous flottez maintenant, au-dessus de tout cela. Les navires disparus depuis longtemps, les plages désertes, l'air encore parfumé de sel et d'hibiscus. L'histoire s'est tue, mais ses échos persistent, s'étendant sur le Pacifique comme des ondulations qui ne s'estompent jamais. On entend presque les murmures du commerce, les rires et le désir portés par le vent. Des siècles plus tard, ces premières rencontres façonnant encore la façon dont le monde imagine l'exotique, l'autre et même l'amour. L'échange de clous contre affection est devenu plus qu'une simple note de bas de page. Il est devenu le reflet du désir, de la curiosité et de l'incompréhension humaine. On imagine des touristes arrivant des siècles plus tard, guides touristiques à la main promettant le paradis, ignorant que le mythe qu'ils poursuivent a commencé avec une poignée de fer rouillé et quelques instants volés sous les étoiles. Voici le dernier fait de notre récit. Ces premiers contacts entre Britanniques et Polynésiens ont réécrit les cartes du monde, non seulement géographiques, mais aussi émotionnelles. Ils ont inspiré de nouveaux voyages, de nouveaux empires, de nouvelles obsessions pour les mers du Sud. Ils ont aussi apporté chagrin, maladie et démantèlement culturel. Le paradis était à la fois trouvé et brisé. Et pourtant, au milieu de tout ce chaos, une part de tendresse survit. On imagine encore une Tahitienne tenant un clou, émerveillée par sa froideur. Un marin souriant timidement, conscient d'avoir trouvé de la chaleur dans un monde qu'il était censé conquérir. Deux êtres qui n'ont jamais partagé la même langue, mais qui se comprenaient malgré tout. Certains historiens affirment que ces rencontres étaient vouées à l'échec dès le départ. D'autres pensent qu'elles ont prouvé que même dans la confusion, une connexion peut naître. Peut-être les deux sont-elles vraies. Peut-être est-ce là tout l'intérêt. La beauté et la perte vont toujours de pair. Alors que vous vous éloignez de l'île, l'océan murmure à nouveau doucement. La lumière baisse, le ventilateur de votre chambre tourne lentement, et vous réalisez que l'histoire n'est qu'un recueil de rêves vécus jadis. Maintenant, respirez profondément. Laissez les vagues s'estomper. Laissez l'histoire se dissoudre dans le calme. Le passé a fait son œuvre. Il ne vous reste plus qu'à vous reposer, à flotter, à rêver. Et maintenant, tandis que les dernières notes de cette histoire se fondent dans le silence, détendez-vous. Les vagues sont à nouveau douces, aussi régulières qu'un battement de cœur. Vous êtes en sécurité ici, suspendus entre l'histoire et le sommeil. Les marins, les insulaires, les ongles chatoyants, tout cela s'éloigne comme l'écume de la marée. Respirez lentement. L'air est chaud et doux, chargé d'un parfum d'océan. Imaginez le clair de lune sur l'eau calme, le silence des palmiers, le son d'un rire lointain se fondant dans la paix. Tout ralentit, vos pensées, votre pouls, le monde extérieur. L'histoire est terminée, mais le calme demeure. Vous avez voyagé loin ce soir, à travers les océans, le temps, le désir et l'émerveillement. Il est temps de retourner, non pas à votre navire, mais à vos rêves, faits de beaux rêves.